Moi, je dirige le service carrière aux alumni, c'est-à-dire que j'accompagne des projets professionnels et des mobilités professionnelles de jeunes diplômés jusqu'à des plus expérimentés. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai créé le New Gen Talent Center, m'apercevant finalement que ce que me racontaient les jeunes diplômés n'était pas conforme à ce qu'on racontait d'eux dans la presse, et que l'image véhiculée dans la presse de cette génération Y non plus n'était pas conforme à ce que nos professeurs, nos consultants et moi-même regardions et constations. Tout simplement, le New Gen Talent Center, c'est un centre d'expertise sur les compétences, les comportements et les motivations de ces jeunes diplômés face aux entreprises dont les besoins sont de plus en plus globaux et face à un marché du premier emploi et de l'emploi de façon générale qui est devenu totalement mondialisé. Dernièrement, vous avez fait justement une étude sur l'intégration des jeunes talents en entreprise. Vous pouvez nous donner les principaux points qui ressortent de cette étude ? Alors, cette étude que l'on a appelée le paradoxe de l'intégration en fait dans l'entreprise pour les jeunes générations est une étude. Nous avons interrogé plus de 1500 jeunes diplômés sur leur premier emploi, aussi bien des ingénieurs, donc la moitié de l'échantillon était des ingénieurs, l'autre moitié était des écoles de management ou des universitaires ou des Sciences Po, aussi bien des filles que des garçons, que l'on a interrogés sur les conditions de leur premier job. Et sur ces conditions de premier job, on les a interrogés sur leurs objectifs de carrière initiaux, sur la satisfaction de leurs objectifs de carrière initiaux, sur leurs attentes vis-à-vis du poste, leurs attentes vis-à-vis du management et la satisfaction vis-à-vis de ces attentes-là. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé ça le paradoxe de la génération, de l'intégration de cette génération ? C'est parce que l'une des principales découvertes de cette enquête, c'est que plus on va travailler l'employabilité de ces jeunes diplômés, plus ils vont être fidèles à l'entreprise. Or, les entreprises ont souvent tendance à se dire « je ne vais pas travailler l'employabilité parce que sinon je vais ouvrir la cage et je vais les laisser partir puisqu'ils seront employables ailleurs ». Le premier objectif de carrière de ces jeunes générations dans le travail, c'est d'acquérir de nouvelles compétences et de se développer personnellement. Ce qui peut paraître paradoxal, ils viennent d'être diplômés et ils veulent continuer à apprendre. Mais ça va être vraiment un de leurs très très forts drivers. C'est ce qui va permettre qu'ils restent dans l'entreprise et qu'ils soient toujours motivés. Or, ce dont on s'est aperçu, c'est que sur une courbe logarithmique d'acquisition des compétences, ils vont avoir le sentiment d'atteindre l'asymptote, le palier, beaucoup plus vite que dans la génération précédente. Donc ils vont être tout le temps en demande de nouvelles compétences et de nouvelles missions et de nouveaux challenges. D'où ce fameux paradoxe. D'autre part, le deuxième objectif, c'est justement la diversité des missions. Or, dans un premier poste où on est dans l'acquisition de l'expérience, souvent on est un petit peu moins dans la diversité des missions, ou en tout cas pas assez. Donc ça, c'est le deuxième objectif de carrière. Troisième objectif de carrière, la perspective internationale. En matière de satisfaction, on constate qu'ils sont globalement satisfaits de l'acquisition de compétences, à peu près également de la diversité des missions, et que c'est vraiment sur la perspective internationale qui a l'effet déceptif le plus fort. Un des chiffres clés aussi de cette étude, c'est de dire que 43% des jeunes diplômés ont quitté leur premier job en moins de 20 mois. C'est un chiffre qui est quand même considérable, qui n'est pas d'ailleurs très optimiste quand même pour un grand nombre d'entreprises qui ont justement investi sur la marque employeur, y compris pour les établissements d'ailleurs d'enseignement supérieur, que de dire que dans le premier job, ils vont partir très vite. Qu'est-ce qui fait qu'ils partent si vite ? Alors c'est que leurs objectifs de carrière justement ne sont pas totalement atteints, c'est que leur satisfaction vis-à-vis du contenu du poste ou leur satisfaction vis-à-vis du mode de management n'est pas atteint. Et il y a une deuxième très forte raison à ça, c'est que le marché leur permet. Ils ont un niveau d'éducation qui est extrêmement fort, extrêmement bon. Et ils ont un marché qui est beaucoup plus large, un terrain de jeu, comme on dit, qui est beaucoup plus large que celui des générations précédentes. Si la situation économique dans un pays ne leur permet pas de rester dans le pays en ayant démissionné, ils vont partir à l'étranger. Leur terrain de jeu, leur marché de l'emploi est beaucoup plus large. Raison pour laquelle ils sont plus nombreux à partir aussi.
Vous parlez d'acquisition de compétences et d'employabilité. Quels sont les leviers qu'ils retiennent en priorité pour acquérir ces compétences? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans votre étude? Alors, les leviers, c'est effectivement l'accès à la formation. Ils veulent dès le départ accéder à des formations. Probablement que ça les rassure, probablement qu'ils imaginent aussi l'ajouter dans le CV, mais ils souhaitent aussi apprendre de leurs pairs et apprendre d'un accompagnement de leur manager, apprendre d'un coaching de carrière, apprendre d'un mentoring de la part des cadres dirigeants. Et donc la notion d'accompagnement est extrêmement forte. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui veulent à la fois qu'on leur donne confiance et qu'on leur fasse confiance. Ce qui aussi est un paradoxe. Mais cette acquisition de nouvelles compétences, ils vont l'obtenir également grâce à ces feedbacks que vont donner leurs managers. Or, le manager, on le sait aujourd'hui, il a des objectifs professionnels, il a donc ses propres objectifs et il a souvent peu de temps à consacrer à son jeune. Or, c'est absolument clé. Les feedbacks obtenus de la part de leur manager, c'est absolument clé pour retenir le jeune diplômé. Ces feedbacks, ce sont des feedbacks organisés, des feedbacks réguliers. Alors, justement, une des conclusions de cette étude, c'était de dire c'est la fin de l'entretien annuel d'évaluation. Complètement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la perspective de parler de leur travail, de ce qu'ils font bien, de ce qu'ils font moins bien et de leurs résultats à l'horizon d'un an, c'est juste totalement irréaliste pour ces jeunes qui vivent quand même dans l'immédiateté. Et donc les feedbacks, ils sont absolument nécessaires immédiatement. Dès qu'on délivre du travail, dès qu'on délivre un résultat, un rapport ou un document, ils veulent savoir si ce qu'ils ont fait est bien ou pas bien. Donc ils sont totalement capables de se remettre en question. Là aussi, c'est une des découvertes de l'étude, c'est que contrairement à ce que l'on dit de ces jeunes qui ne sont pas capables de se remettre en question, c'est pas du tout le cas. Ils sont tout à fait capables d'entendre ce que tu as fait n'est pas bien. Voilà comment tu peux t'améliorer. Mais il faut leur donner de façon extrêmement régulière. Et tout le secteur d'activité de l'audit et du conseil, qui a compris ça depuis longtemps parce que c'est structurellement comme ça qu'ils sont organisés, sur ces problématiques-là, les satisfont beaucoup. Sur la diversité des missions, est-ce que ça veut dire que les jeunes vont vouloir changer de métier ou est-ce que ce sont... des missions au sein du même métier. Au sein du même métier, oui. Alors, il y a un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques années en tout cas, on leur disait, voilà, tu vas occuper ce poste pendant 3 à 5 ans. Or, 3 à 5 ans, si vous vous référez à l'âge qu'ils ont 22 ou 23 ans, c'est plus de 10%, 15% de leur durée de vie. C'est juste absolument énorme. Et complètement irréaliste pour eux. D'ailleurs, ils ne le réalisent même pas. 3 à 5 ans, c'est beaucoup trop long. Donc la diversité des missions, ça répond aussi à cette problématique-là. C'est-à-dire que eux, ils ont un horizon d'1 an maximum. Et dans cette année, ils ne souhaitent pas avoir une mission unique. Ils souhaitent pouvoir tourner sur plusieurs missions, voire même sur plusieurs fonctions, d'où le succès aussi de tout ce qui sont les programmes de rotation. Ils sont très répandus dans les grandes entreprises anglo-saxonnes, un tout petit peu moins en France, mais qui débarquent pas mal en France. D'accord. Dans une de vos études également, vous parlez de manager de transition pour les jeunes. Alors, c'est un paradoxe complet. C'est un paradoxe complet parce que les managers de transition sont des gens généralement expérimentés. Plus âgés, absolument. Vous pouvez nous détailler cette notion de manager de transition? Alors, oui, parce que ce qu'ils souhaitent justement, c'est d'être missionnés sur des missions plutôt courtes, 12 à 18 mois maximum, ce qui correspond bien d'ailleurs à une mission de transition. Et dans cette mission de transition, ils souhaitent apprendre en permanence. Donc encore une fois, dans cette courbe logarithmique d'apprentissage, ils veulent être dans le début de la courbe et surtout pas à l'asymptote, au moment où effectivement on rajoute aucune ligne dans le CV, aucune compétence dans le CV. Et le croisement entre cette volonté d'avoir des rotations sur plusieurs postes, plus cette courbe d'apprentissage rapide qu'ils souhaitent et ce challenge permanent qu'ils doivent mettre en œuvre, aboutit effectivement à cette notion que le management de transition, des missions de management de transition leur conviendraient parfaitement, alors même effectivement qu'on sait que ça n'a pas été inventé du tout pour eux, mais pour des expérimentés. Vous parliez tout à l'heure des secteurs de l'audit et du conseil. Est-ce que vous avez constaté des approches différentes, d'autres approches différentes
selon les secteurs d'activité? Oui, alors si on prend effectivement le secteur des médias par exemple, il est un petit peu déceptif si on tient compte de leur premier objectif de carrière qui est l'acquisition de nouvelles compétences. Ils trouvent par exemple qu'ils ont manqué de formation dans ce secteur-là, dans le premier poste. Par contre, il est plutôt positif quant à l'aménagement souple de leurs horaires, par exemple, ou de leur temps de travail, ou de leur lieu de travail, et sur la diversité des missions également, il est plutôt positif. Quand vous parlez de manque de formation, vous avez des précisions sur le type de formation qui les manque? Alors, ce qui les rassure beaucoup, c'est des formations à la fois techniques, mais aussi managériales, prise de parole en public, techniques de communication, tout ce qui est outils digitaux. Ils sont très rassurés par le fait d'avoir accès à des formations techniques. Et le rôle du manager dans les médias, vous avez un regard sur comment ils perçoivent leur manager? Alors, ils le perçoivent peut-être encore plus submergé de travail et surchargé qu'ailleurs, et ils en ont un besoin au moins équivalent, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument justement avoir ces feedbacks. Et le manager, il est à la fois le coach et le mentor, et il est très très important. Or, on a l'impression, à travers leurs réponses, que dans le monde des médias en particulier, le manager est encore plus occupé et encore plus d'objectifs professionnels, peut-être que dans d'autres secteurs, et le temps dévolu au management du jeune est peut-être encore plus réduit à peau de chagrin. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui les attirent plus que d'autres, ces jeunes, parmi tous ceux que vous avez interrogés? Alors là, je vais faire référence effectivement à cette enquête que l'on a fait l'année dernière et que l'on conduit tous les ans auprès des prépas. Donc on va appeler la génération Z, la suivante, celle qui sera sur le marché de l'emploi dans 5 ans. Une des caractéristiques fortes de cette génération, c'est qu'ils sont attirés par des secteurs qui n'ont pas encore... Ils sont assez neufs, ils sont assez blancs vis-à-vis des secteurs d'activité et des entreprises, puisqu'ils n'ont pas été sur les campus. On ne leur a pas encore proposé de stage, ils sont en prépa. Et donc, ils vont avoir une vision économique des secteurs d'activité qui embauchent qui va être très différente de celle d'un jeune qui est déjà en école et qui a déjà fait des stages. Et ces prépas, donc on interroge tous les ans, l'année dernière, sur les résultats de l'année dernière, nous ont dit que le secteur des médias, du tourisme et des loisirs était leur deuxième secteur de prédilection et même le premier secteur de prédilection des jeunes femmes. C'est assez atypique parce que ensuite, en matière d'insertion professionnelle, si vous rapprochez ça des chiffres, par exemple, de la conférence des grandes écoles et de l'insertion réelle de la conférence des grandes écoles, on est à des années-lumière de la réalité économique de ce que fournissent en fait en matière d'emploi ce secteur-là.